Il est 10 heures passées de quelques minutes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal des JT de ce vendredi que nous démarrons avec l'accident tragique à Koungheul. Le ministre de la Santé a fait le point et annonce un lourd bilan, 14 morts et 54 blessés. Un accident de la circulation est survenu jeudi 25 avril 2024 aux alentours de 17h à 10h km de Koungheul centre-sud. Il s'agit d'un bus en provenance de Kédougou qui aurait dérapé après l'éclatement du pot des pneus avant qui s'est renversé. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale dresse un bilan de 68 victimes réparties comme suite 10 blessés graves acheminés à l'hôpital de Kaffrine, dont 4 en cours de prise en charge au bloc opératoire, 44 blessés légers, dont 27 prises en charge à l'hôpital de Kaffrine et 17 acheminés au centre de santé de Koungheul. 4 corps sans vie au centre de santé de Koungheul. La même source rappelle que les patients présentent tous une situation stable. Parlons autre chose. Le 12e bataillon d'instruction de Dakar-Bango à Saint-Louis a procédé à la cérémonie de la présentation du drapeau à la première faction de l'année 2024. Ils ont plus de 2000 soldats, dont 73 filles prêts à servir loyalement leur pays et ils viennent de boucler 4 mois de formation. C'est un reportage fait par Abdou Wadj. Devant le commandement de la zone militaire numéro 2, ils ont fait le serment de servir et de défendre loyalement la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Après 4 mois passés au centre d'instruction de Dakar-Bango, où ils ont suivi une formation militaire rigoureuse, ces recrues ont eu droit au traditionnel tour d'honneur de leur drapeau national au niveau de l'esplanade du 12e bataillon. Un moment solennel qui consacre la fin d'une époque, le début d'une carrière militaire. Soldats de la première fraction du contingent 2024, voici le drapeau du 12e bataillon d'instruction. Vous devez l'honorer, le servir et le glorifier, car il retrace l'histoire de tout un corps, de toute une armée et au-delà de toute une nation. Le drapeau national porte haut et fort les valeurs de notre nation, son histoire et sa culture. La symbolique de sa description est fondamentale afin de vous imprégner de son sens et vous approprier les valeurs qu'il incarne. Cette cérémonie traditionnelle est une étape importante dans la vie de ces jeunes militaires de la première faction, composée de 2014 éléments, dont 73 filles. Donc les jeunes arrivent ici, ils font 4 mois de formation, donc des privations, des activités de drill, d'entraînement et de l'instruction militaire. Et à l'issue donc de cette formation, donc nous leur présentons le drapeau. C'est un moment de consécration, donc pour couronner donc les enseignements donc reçus au niveau du centre d'instruction. Et c'est à partir de là donc qu'ils sont considérés comme des militaires. Devenir des militaires accomplis, telle est l'ambition de ces jeunes recrues, armés de persévérance, avec le courage, en bandoulière. Contente et fière d'accomplir un devoir citoyen, servir notre pays, et c'est servir une nation. Donc je suis contente aussi de voir ma famille, je suis contente de nos cadres, je suis contente de l'instruction qui a été faite de nous. J'appelle et j'exhorte et j'encourage toutes les jeunes filles sénégalaises de s'intégrer dans l'armée sénégalaise. Puisque ici, donc, nous sommes des femmes, mais nous avons le courage de convaincre, nous avons le courage de défier n'importe quelle situation. La discipline, la loyauté et la conscience professionnelle, des valeurs fondamentales pour intégrer les armées afin de servir dignement la nation sénégalaise. Je pense qu'avant tout, la discipline, c'est la force principale donc, dans les armées. Et sans discipline, rien ne se fait.
C'est pourquoi il est important qu'ils aient cet esprit. Et en matière de loyauté, la loyauté, c'est surtout envers notre population, notre peuple, qui est notre raison d'être. La loyauté envers nos institutions et envers notre corps de service, et qui fait que nous allons respecter nos obligations. À l'issue de cette présentation, les soldats sont désormais aptes à intégrer les différents corps de l'armée, de la gendarmerie. Le programme de formation École Entreprise PF2E et ses partenaires ont tenu un forum de capitalisation sur la formation qu'ils proposent dans la région de Thiès. Chefs d'entreprise, représentants des établissements et des apprenants étaient tous présents. Le point est fait par Fatoumata Banelba. École Entreprise se distingue par son approche pédagogique innovante. Expérimentée dans 10 régions du Sénégal, dont celle de Thiès, les résultats obtenus jusque-là sont jugés satisfaisants. Dans la région de Thiès, 341 apprenants ont été enrôlés et 122 parmi eux seront certifiés ce 29 de ce mois. Ce dispositif de formation s'articule autour de 4 objectifs majeurs que sont la qualification professionnelle, l'employabilité et l'insertion des jeunes et l'implication des entreprises. C'est un programme, une formation qui se fait en 2 lieux. Parce que la formation traditionnelle, c'était uniquement dans les centres ressources. Mais avec la formation duale, on est dans les centres ressources et aussi dans les entreprises. Les 80% des heures, c'est dans les entreprises, 20% dans les centres ressources. Et cela permet à l'apprenant, dès sa sortie, d'être fonctionnel. Il y a des possibilités également que l'apprenant soit recruté dans l'entreprise formatrice à la fin de sa formation ou bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à la fin de sa formation. Donc ce sont des innovations de taille qui sont apportées dans le cadre de la formation École Entreprise. Sans une main-d'œuvre qualifiée, il est impossible de mener des activités efficientes et les entreprises ne peuvent être compétitives. Et pour changer de paradigme, afin de permettre aux jeunes de pouvoir s'imprégner de la vie en entreprise assez tôt, la coopération allemande accompagne l'approche formation duale École Entreprise. Le projet a mis en place 4 axes spécifiques. Dans un premier temps, le renforcement des capacités étatiques de pilotage. Dans le second axe du projet, il a été question de développer le partenariat entre l'État et le secteur privé. Si on parle de formation école-entreprise, bien sûr, il est important de parler du secteur privé. Il a été question, dans un troisième temps, de déployer la formation école-entreprise dans les secteurs porteurs, dans les régions cibles. Donc les régions cibles qui ont été citées tout à l'heure, Dakar, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Et pour aller dans ce sens-là, il a été question dans un premier temps d'analyser les branches, les métiers et les régions qui sont prioritaires. C'est un programme composé de 3 organes, le comité technique de suivi et aussi le conseil d'orientation et l'unité de coordination. Maintenant, c'est ce comité technique de suivi qui est l'un de ces organes, en collaboration avec nos partenaires, qui a initié ce forum-là de capitalisation pour nous permettre de savoir, depuis le démarrage, qu'est-ce qu'on a fait. Ce forum vise à partager des expériences et des bonnes pratiques en matière de formation école-entreprise, à l'identification des défis et des opportunités en vue de formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre de l'approche duale dans la région de Thiès. Et parmi ces recommandations figure l'élargissement du programme dans d'autres secteurs comme l'artisanat. Parlons tout à fait autre chose. La région de Dakar a habilité le comité régional de développement sur les opérations pré-hivernage. L'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, rassure et annonce un taux de 25% de réalisation de curage dans la région de Dakar. Cette année, la commune de Rufisque et Sangalkam sont des zones ciblées de l'opération. Le coût des investissements est estimé à 2,5 milliards de francs CFA. Les détails, c'est avec Aïssatou Ka. Le département de Rufisque et la commune de Sangalkam, les zones ciblées par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Selon le gouverneur de Dakar, le nécessaire sera fait pour limiter les dégâts des inondations. Nous avons constaté depuis 2 années maintenant que les inondations basculent vers le département de Rufisque, particulièrement la commune de Sangalkam et celle de Tivaouane Peulh et peut-être Bambilor à un degré moindre.
Maintenant, il va falloir concentrer les efforts dans cet arrondissement, donc l'arrondissement de Sangalkam. La secrétaire générale de l'ONAS rassure sur l'avancement et le bon déroulement des opérations de curage à Dakar. À ce jour, dans la région de Dakar, nous sommes à peu près de 25% de taux de réalisation du curage, donc soit 25 000 mètres linéaires sur les 109 000 de réseaux que nous gérons dans la région de Dakar. Et je profite de l'occasion pour le rappeler que ces mêmes opérations seront tenues dans les différentes régions, dans tous les périmètres assainis où l'ONAS a un patrimoine. Ces opérations de curage y seront menées pour amoindrir le maximum possible les éventuelles nuisances lors de l'hivernage 2024. L'État a également prévu un investissement d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA pour assurer l'opération. L'État a mis en place un programme décennal de lutte contre les inondations avec un montant positionné toutes les années. Et pour ce qui concerne l'Office national de l'assainissement, c'est un montant de 2,5 milliards qui sont en train d'être mis en œuvre par l'ONAS chaque année. Avec l'engagement et les efforts consentis pour faire face à l'hivernage, les services de l'ONAS sont déterminés à atteindre leurs objectifs. Ils comptent amoindrir les conséquences des inondations dans les zones ciblées à Dakar. Identifier les victimes et procéder à l'évaluation de préjudice, c'est le rôle de future commission d'indemnisation des victimes de tensions politiques entre janvier 2021 et février 2024. Le Premier ministre est chargé de la mise sur pied de la commission. Le point avec Fatoumata Touré. Lors des manifestations de juin 2021, depuis lors, Arona peine à joindre les deux bouts. Sa voiture était sa source de revenus. Avec la volonté affichée du chef de l'État d'indemniser les victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, il dit espérer que son cas sera pris en charge. Ça fait des mois que je n'ai pas travaillé aussi. C'est très difficile. Vu qu'un jeune qui travaille, qui a de l'argent, fait des prêts bancaires, à l'aide de sa mère, ses parents aussi, c'est difficile d'avoir une voiture, on l'a calcinée comme ça. C'est un peu difficile. Je lance un message au président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre, de ne pas nous oublier, nous les gens qui ont perdu des biens matériels. Parce que c'est un peu difficile, parce qu'on a fait des prêts bancaires et jusqu'à présent on travaille et on paye. Jusqu'à présent on n'a pas encore satisfait les dettes, quoi, en fait. Une période difficile pour Arona, mais aussi pour ses parents. Nous vivons des moments difficiles depuis que sa voiture a été incendiée. Vous savez, c'est Arona qui gère tout dans cette maison suite à ma retraite. Nous demandons à son Excellence Bassirou Diomaye Faye de prendre en compte cela. C'est à la veille de la Tabaski que les manifestants ont brûlé sa voiture. Aujourd'hui, nous, ses parents, n'avons plus la force de travailler. J'ai 75 ans et son papa 89 ans. Arona est notre soutien, donc nous espérons qu'il fera partie des personnes indemnisées. Ce vendeur de portables aussi a subi le même sort. Sa boutique attaquée, tout son commerce emporté. Il fonde beaucoup d'espoir sur la commission d'indemnisation qui sera mise sur pied. Surtout, il ne faut pas oublier aussi les gens qui ont perdu leur matériel. Là où ils travaillaient, ils gagnaient leur vie. Comme par exemple moi, les gens, ils sont venus ici, ils ont saccagé ma boutique, ils ont tout pris ici. C'était très difficile de reprendre aussi. J'ai perdu ici d'une valeur de 10 millions ou plus. 10 millions ou plus. Ils ont emporté tout, ils ont aussi saccagé la boutique. Près de 60 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de 2021 à 2024. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye veut rendre justice à toutes ces victimes qui ont vécu des moments douloureux. Dans l'actualité également, des transitaires en colère parce qu'en plus de la production de la déclaration préalable d'importation est désormais obligatoire pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA pour tout conteneur personnalisé, quelle que soit la valeur de FOB à compter du 1er mai 2024. Cette décision du directeur général attaquée par les transitaires. Je vous propose de l'écouter leur porte-parole au micro TFM. Pour chaque conteneur, 30 000 francs. Et que le président de la République a reçu hier les importateurs dans le cadre de diminuer les prix de denrées de première. 30 000, ça va impacter sur le prix de l'importateur. Et forcément, l'importateur va impacter ça sur le prix de vente. Et en fin de compte, c'est le consommateur qui paie. Comme l'État est là pour
réguler, diminuer les denrées de première nécessité, il va falloir revoir cette. Des transferts patriotes sont en train de se travailler en symbiose avec ce qu'on appelle la commission chargée de la documentation et des contentieux, et pour pouvoir faire une pétition au niveau de l'administration douanière et au niveau Le décret qu'on avait signé, c'était à 500 000 francs. Après, au niveau du ministère des Finances et du Budget, on avait rallongé jusqu'à 1 million. Maintenant, aujourd'hui, la douane nous sort un communiqué pour nous faire montrer que maintenant, ce n'est plus 1 million, c'est 500 000. Il y a eu des contestations à notre niveau, des choses qu'on a vues et que vraiment on pourrait, nous voulons en discuter avec l'administration douanière. À Djahaï, les populations de l'unité 10 alertent sur les risques d'inondation. Un canal à ciel ouvert de près d'1 kilomètre est à l'origine des inquiétudes. Pour les populations, la prise en charge immédiate des problèmes liés à l'assainissement avant l'hivernage est primordial. Babakar Sek a fait le point. À ciel ouvert qui traverse l'unité 10 des Parcelles Assainies à Djahaï inquiète les populations à quelques mois de l'hivernage. L'unité 10 est devenue le réceptacle des eaux qui proviennent des communes environnantes. Que depuis l'ouverture de ce canal, les habitants souffrent le martyre à longueur d'année. Pendant l'hivernage, les eaux pluviales de Kounoun, de Cité Gendarmerie et Marine française sont drainées vers l'unité 10 à travers un système de pompage. Après l'hivernage, maintenant place aux eaux usées et aux eaux vannes, c'est-à-dire les eaux issues des fosses septiques de toutes les populations environnantes vers l'unité 10. Ainsi, à longueur d'année, nos populations font face à un paludisme endémique, un environnement dégradant du fait des eaux usées, puantes, un isolement du fait des voies de circulation coupées par le canal, etc. Les maladies respiratoires sont le lot quotidien des enfants. Les populations demandent un système d'assainissement efficace pour échapper aux inondations. Nous prions maintenant les autorités municipales et étatiques d'arrêter de déverser les eaux pluviales des autres contrées par pompage vers l'unité 10. D'intimer les populations riveraines de Djahaï de mettre fin au déversement de leurs fosses septiques dans la rue. De régler définitivement le problème par la construction d'une route pavée dotée en dessous d'un système d'assainissement. Mais de réfléchir à toute solution structurelle pour nous protéger contre les inondations. Actuellement, à force de solitude dans la bataille contre ces puantes, nous, populations de l'unité 10 Djahaï Parcelles, sommes à bout de force et complètement désemparés. Les autorités municipales de Djahaï et les populations ont entamé une réflexion pour trouver une solution définitive aux problèmes liés à Louga, que nous terminons cette édition, un sitting des délégués de marché de Louga pour s'opposer à l'organisation d'une foire par la mairie. Ces commerçants qui dénoncent d'une concurrence déloyale interpellent la mairie pour le report de cette foire jusqu'après la Tabaski. C'est un reportage fait par Omar Kaya. Arborant de brassards rouges, affiches brandies où l'on peut lire non à la foire, ces commerçants des marchés de Louga, debout comme un seul homme, pour mettre leur veto à l'organisation de la foire que la municipalité veut organiser en période de veille de Tabaski. Nous nous acquittons de toutes les taxes municipales, sans parler des locations et les patentes. Et des événements comme la Tabaski nous permettent de récupérer ce manque à gagner. C'est pourquoi nous ne comprenons pas cette décision de la mairie de vouloir organiser une foire dans cette période. Nous n'allons pas l'accepter. La municipalité doit revoir la date de cette foire en la repoussant jusqu'après la Tabaski. À l'approche de la Tabaski, nous contractons des prêts à la banque pour renforcer nos boutiques dans le but de faire un bon chiffre d'affaires. Mais si les autorités municipales organisent cette foire, il nous sera difficile de vendre. Selon eux, les urgences se trouvent ailleurs, se
maintenant que l'équipe municipale, avant de penser à organiser cette foire, doit se pencher sur comment apporter une réponse à la situation désastreuse à laquelle se trouvent les marchés de la commune de Louga. Les autorités doivent revoir l'état désastreux de la voirie au niveau des marchés qui sont presque infréquentables en période d'hivernage à cause des eaux stagnantes, sans parler de l'insalubrité. Ces commerçants qui espèrent que le maire Moustapha Diop fera machine arrière promettent toutefois de poursuivre la lutte si rien n'est fait, advienne que pourra. Oumar Kay. La fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez de nous suivre de nos programmes. L'actualité continue sur www.pressafrique.com. Dans quelques instants, aux heures, vous retrouvez Mollet dans Ribari. Merci et passez une excellente journée.